En grandissant, nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Je suis Tiffany, l'aînée des 3 sœurs de notre famille. Ma sœur Marcy est venue après moi, et puis il y a eu Lana, le bébé de la famille. Mon père travaillait comme chauffeur de camionnette et ma mère restait à la maison pour s'occuper de nous. Les temps étaient durs, mais nous nous débrouillions. Puis vint ce jour terrible, quand j'avais 10 ans. Je me souviens encore de tous les détails, des policiers à notre porte, du visage de ma mère qui s'effondrait lorsqu'il lui parlait de l'accident. La camionnette de papa s'était écrasée, et comme ça, il n'était plus là. Notre monde entier a changé en un instant. Il faut que je trouve un travail, a dit maman à travers ses larmes cette nuit-là, alors qu'elle pensait que nous étions endormis. Je suis restée dans le couloir à l'écouter sangloter. Et la semaine suivante, elle a commencé à travailler comme vendeuse dans la quincaillerie locale. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle avait pu trouver en si peu de temps. À partir de ce jour, j'ai dû prendre les choses en main. Être l'aîné signifiait assumer des responsabilités que je n'aurais jamais pensé avoir à l'âge de 10 ans. Pendant que maman travaillait de longues heures au magasin, j'ai appris à préparer des repas simples, à aider mes sœurs à faire leurs devoirs et à tenir la maison. Mais les factures s'accumulaient. Lorsque j'ai eu 16 ans, il était clair que nous avions besoin de plus de revenus. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans un café local, après l'école et le week-end. Le salaire n'était pas très élevé, mais chaque dollar comptait. C'est au cours d'un de nos rares dîners en famille que maman nous a annoncé la nouvelle de l'université. Elle nous a toutes regardées, le visage fatigué et usé. Les filles. Je dois être honnête avec vous. Je ne pourrai pas payer vos frais d'inscription à l'université. Vous devrez vous débrouiller toute seule. Cette annonce nous a frappés de plein fouet, mais elle a aussi allumé un feu en moi. J'ai commencé à étudier comme si ma vie en dépendait, car d'une certaine manière, c'était le cas. Chaque fois que j'avais un moment de libre entre mon travail et les tâches ménagères, j'avais le nez dans un livre. Mes notes devaient être parfaites, il n'y avait pas d'autre choix. Le travail acharné a porté ses fruits lorsque j'ai reçu la lettre, une bourse complète pour l'université. J'ai pleuré en la lisant, et pour une fois, c'était des larmes de joie. Maman m'a serré si fort dans ses bras que j'avais du mal à respirer. Les choses se sont passées différemment pour mes sœurs. Marcy, déterminée comme elle l'est, a contracté des prêts étudiants. Elle a réussi à obtenir son diplôme. Mais je savais que ces prêts lui pèseraient sur la tête pendant des années. Lana a pris un chemin complètement différent. À 18 ans, elle est entrée directement sur le marché du travail. Entrer à l'université avec une bourse complète n'était que le début. J'ai vite appris que les livres et les frais de scolarité n'étaient pas les seules dépenses dont je devais me préoccuper. Je partageais un petit appartement avec 2 autres étudiantes, Sarah et Rachel, afin de diviser le loyer en 3. Comment fais-tu pour travailler autant tout en gardant de bonnes notes ? Demandait Sarah en me regardant partir en vitesse pour un nouveau service au café du campus. Et la vérité, c'est que je dors à peine. Entre les cours, les études et le travail à chaque heure, mes journées étaient bien remplies. Mais je n'avais pas le choix, il fallait payer le loyer et ma famille avait encore besoin d'aide. Maman, je t'envoie de l'argent pour les factures, disais-je lors de nos appels téléphoniques hebdomadaires. Connaissant déjà sa réponse. Tiffany, chérie, tu devrais le garder pour toi, protestait-elle, mais je pouvais entendre le soulagement dans sa voix. Chaque mois, j'envoyais ce que je pouvais épargner, me laissant parfois juste de quoi acheter des nouilles ramen et du café. Après l'obtention de mon diplôme, les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai trouvé un emploi dans une société de marketing et c'est là que j'ai rencontré David. Au début, il était le type qui semblait toujours prendre un café en même temps que moi dans la salle de repos. Même avec un bon travail et une relation grandissante avec David, je n'ai jamais cessé d'aider ma famille. Chaque fois que mes sœurs m'appelaient pour des problèmes d'argent, je leur envoyais ce que je pouvais, généralement 200 ou 300 dollars. Marcy avait besoin d'aide pour réparer sa voiture, Lana avait des factures médicales inattendues et la maison de maman semblait toujours avoir besoin d'être réparée. Tu es un ange, Tiff et virgule. Disait Marcy.
Je te rembourserai dès que je le pourrai. Nous savions toutes les deux que cela n'arriverait jamais, mais cela ne me dérangeait pas. J'étais enfin en mesure d'aider, et cela me faisait du bien. Lorsque David m'a demandé en mariage le jour de mon 25e anniversaire, tout semblait parfait. Nous avons organisé un petit mariage, rien d'extraordinaire, mais c'était exactement ce que nous voulions. C'est à ce moment-là que le vrai miracle s'est produit. Un jour, David m'a appelé, « Chérie, il faut que tu vois cet appartement. Le propriétaire a besoin de vendre immédiatement, et mes parents ont proposé de l'aider à payer la compte. » Cela semblait trop beau pour être vrai, un appartement de 2 chambres en ville à un prix incroyablement bas. Le propriétaire déménageait à l'étranger et devait vendre rapidement. Avec l'aide des parents de David, nous avons réussi à l'acheter. J'étais très excitée à l'idée de partager la nouvelle avec ma famille. Je pensais qu'il serait heureux pour nous, mais je me trompais complètement. Marcy s'est exclamée lors de notre prochain dîner en famille, en poussant son assiette. Il y a des gens à qui tout est donné. Oui, renchérit Lana. Nous sommes toujours coincés dans une location et nous avons travaillé aussi dur. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est la réaction de ma mère. Au lieu de me défendre, elle a acquiescé. Les filles n'ont pas tort, Tiffany. Elles auraient bien besoin d'un logement à elles aussi. Je suis restée assise, stupéfaite et silencieuse. Toutes ces années passées à les aider, à leur envoyer de l'argent, à les soutenir du mieux que je pouvais, j'avais l'impression que tout cela n'avait aucune importance. Ils ne voyaient pas les bourses pour lesquelles j'avais travaillé, les longues heures que j'avais passées, les sacrifices que j'avais faits. Ils ne voyaient que ce qu'ils n'avaient pas. Certaines habitudes ont la vie dure. Depuis l'université, j'avais cette petite tradition d'acheter des billets de loterie avant les vacances. Cela a commencé pendant ma première année, lorsque j'étais particulièrement fauchée et que je rêvais de pouvoir acheter de vrais cadeaux de Noël à ma famille au lieu des cadeaux faits à la main que je leur offrais. Ce Noël n'était pas différent. En rentrant du travail, je me suis arrêtée à mon magasin habituel, j'ai acheté mon billet et je l'ai glissé dans mon sac à main, comme je l'avais fait un nombre incalculable de fois auparavant. Je n'ai vérifié les numéros que 3 jours après le tirage. J'étais assise à la table de notre cuisine, en train de siroter un café et de parcourir distraitement le site web de la loterie sur mon téléphone. Puis j'ai vu les numéros. Je les ai vérifiés à nouveau. Et encore. Ma main s'est mise à trembler si fort que j'ai failli renverser mon café. « David !» ai-je crié. « David, viens ici !» Et elle est arrivée en courant de la chambre, encore en pyjama. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas bien ?» Je n'arrivais pas à parler. Je lui ai tendu mon téléphone et le billet. Il a regardé plusieurs fois entre les deux, ses yeux s'agrandissant à chaque fois. « Putain de merde !» a-t-il chuchoté. « Tiff, c'est 400 000 $. » Nous sommes restés assis dans un silence stupéfait pendant ce qui nous a semblé être des heures. Finalement, David a repris la parole. « Nous devrions fêter ça. Devrions-nous appeler ta famille ? Ta mère serait… » Non, le mot est sorti plus fort que je ne l'avais prévu. J'ai senti les larmes monter à mes yeux. Nous ne pouvons pas leur dire. S'ils le découvrent, ils voudront tout. Ils m'en veulent déjà d'avoir un appartement. Tu imagines ce qu'ils diraient à ce sujet ? Un sentiment de culpabilité m'envahit en pensant à Marcy qui doit encore rembourser ses prêts étudiants. Peut-être devrais-je l'aider ? Mais je me suis souvenu de ses commentaires amers sur notre appartement et du fait que maman avait pris sa défense. Non, si je leur donnais quelque chose, ce ne serait jamais assez. Ils en redemanderaient jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. « Qu'est-ce que tu veux en faire ?» demanda David avec douceur, me tirant de mes pensées. Je me suis essuyé les yeux et j'ai pris une grande inspiration. « Je veux acheter une maison. Une vraie maison en dehors de la ville. Quelque chose avec un jardin où nos enfants pourront jouer un jour. » Mais tu dois me promettre quelque chose, dis-je en lui serrant la main. Tu ne dois parler à personne de l'argent. Ni à tes parents, ni à tes amis,
et surtout pas à ma famille. S'ils le découvrent, ils ne le feront pas, m'a-t-il assuré. Ce n'est pas moi qui le leur dirai. Mais qu'est-ce qu'on va leur dire à propos de la maison? Nous trouverons une solution. Une hypothèque, l'aide de tes parents, tout sauf la vérité. Je sais que ça a l'air terrible, de leur cacher ce secret, mais je plaisante. Je me suis interrompu, incapable de terminer. Il n'y avait pas d'autre solution, il fallait que je parle de la maison à ma famille. Le fait de vivre dans la même ville signifiait qu'ils finiraient par la prendre, et je voulais contrôler la façon dont ils recevraient la nouvelle. J'ai donc invité tout le monde à dîner un soir, en m'inquiétant de leur réaction. Nous avons acheté une maison, ai-je annoncé après le dessert, en essayant de paraître décontracté. C'est un bel endroit à la campagne, à environ 30 minutes d'ici. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman a été la première à prendre la parole. Comment diable as-tu pu te payer une maison? Je m'en suis tenue à l'histoire que David et moi avions préparée. Nous avons obtenu un prêt hypothécaire et les parents de David nous ont aidés à verser l'acompte. Le marché était bon et nous avons fait une bonne affaire. Ça doit être bien d'avoir des beaux-parents qui ont de l'argent, a marmonné Marcy, mais j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. En fait, j'ai continué en forçant un sourire. Je voulais vous dire à tous que vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, au moins jusqu'à ce que nous déménagions définitivement. C'est un endroit idéal pour s'évader le week-end. Cela a immédiatement changé leur fusil d'épaule. Soudain, tout le monde voulait des détails sur la maison, la propriété, le nombre de chambres. Lana planifiait déjà un week-end avec son petit ami. Elle s'en est suivi un défilé de membres de la famille qui ont fait le tour de notre maison de campagne. Chaque week-end, quelqu'un voulait l'utiliser. Lana et son ami sont devenus des visiteurs réguliers. Puis Lana s'est fiancée, et elle a eu une autre demande. Tiff, m'a-t-elle dit un jour, serait-il possible de passer notre lune de miel à la maison? Nous essayons d'économiser de l'argent et ce serait parfait. Comment pouvaient-ils passer une semaine dans cette maison après leur petit mariage? J'étais heureuse de les voir profiter de la maison, même s'ils ne savaient pas comment nous l'avions obtenue. Le problème a commencé progressivement. D'abord, il y a eu le désordre qu'ils laissaient derrière eux, rien de bien grave, juste de la vaisselle dans l'évier ou des serviettes mouillées sur le sol de la salle de bain. Ensuite, il y a eu les demandes constantes pour les clés, parfois avec un préavis très court. On peut avoir les clés pour ce soir? Les parents de Marc sont en ville, envoyait Marcy par SMS. S'attendant à une réponse immédiate. Je disais toujours oui. C'était plus facile que de faire face à la culpabilité qui suivrait si je refusais. David a commencé à s'agacer, mais je lui ai assuré que c'était temporaire. Une fois que nous aurions déménagé de manière impermanente, les choses changeraient. C'est alors qu'est arrivé le mercredi qui m'a montré le côté désagréable de ma famille. J'ai décidé de me rendre à la maison pour faire un peu de ménage et vérifier les choses. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué une voiture que je reconnaissais, la berline bleue de Marcy. C'était étrange. Elle n'avait pas demandé les clés cette semaine. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai utilisé ma clé pour l'ouvrir. Le son de la télévision provenait du salon, ainsi que le rire de Marcy et la voix de son mari. Ils ont tous les deux levé les yeux, surpris de me voir là. Oh, et Tiff, dit Marcy en essayant de paraître décontractée. Nous avions juste besoin de nous échapper pour une journée. Comment es-tu entrée? J'ai demandé, bien que j'ai déjà le sentiment de connaître la réponse. Marcy a haussé les épaules, comme si ce n'était pas grave. J'ai fait faire des copies des clés il y a quelque temps. C'était plus simple que de t'embêter à chaque fois qu'on voulait venir ici. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Tu as fait des copies de mes clés sans me demander mon avis? J'ai besoin de ces copies. Tout de suite. Très bien, a-t-elle soufflé en fouillant dans son sac à main. Voilà. Mais je ne vois pas pourquoi tu es si tendu à ce sujet. Ce n'est pas comme si nous avions endommagé quoi que ce soit. Je lui ai pris les clés, en essayant de garder la main ferme. Il ne s'agissait pas de dégâts.
Il s'agissait de confiance, de limite, de respect. Mais en regardant l'expression défensive de ma sœur, je savais qu'elle ne comprendrait pas cela. Une année s'est écoulée et j'ai appris une nouvelle que j'avais hâte de partager. J'étais enceinte. David et moi avons décidé de l'annoncer à tout le monde lors de notre dîner familial mensuel. J'imaginais des visages heureux, des embrassades, peut-être même quelques larmes de joie. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. J'ai dit, tout le monde, en me levant après le plat principal, en tenant la main de David pour me soutenir. Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Nous allons avoir un bébé. Il y a eu un moment de silence, puis maman a souri faiblement. C'est merveilleux, mon chéri. Mais avant que quelqu'un puisse dire quoi que ce soit d'autre, Lana est intervenue. Attends, ça veut dire que tu t'installes définitivement dans la maison? Oui, dis-je, mon sourire s'effaçant légèrement. Nous pensons que ce serait mieux pour le bébé de grandir là-bas. Avec tout cet air frais et cet espace. Mais où sommes-nous censés aller pour les week-ends maintenant? Interrompt Lana. Cette maison est notre lieu d'évasion. Je regarde ma sœur avec incrédulité. Avait-elle seulement entendu ce que j'avais dit? J'allais avoir un bébé, sa nièce ou son neveu, et tout ce qui l'intéressait, c'était de perdre sa maison de vacances gratuite. Le reste du dîner s'est déroulé dans une atmosphère tendue. Personne n'a posé de questions sur le bébé, sur la date de l'accouchement ou sur mon état d'esprit. Au lieu de cela, on parlait à voix basse de la maison, des arrangements qui allaient devoir être modifiés. Nous avons emménagé dans la maison quelques semaines plus tard. Ma sœur nous rendait toujours visite, mais les choses étaient différentes. J'ai raccourci les visites, en précisant qu'il ne pouvait plus passer la nuit chez nous. C'était désormais notre maison. Pas leur lieu de vacances. Puis vint la nuit qui changea tout. Marcy et son mari étaient venus dîner. David et moi avions préparé un bon repas sur la terrasse arrière, et après le dîner, les hommes partageaient une bouteille de cognac pendant que Marcy et moi faisions la vaisselle. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu la voix de David, détaché du cognac, prononcer des mots qui m'ont glacé le sang. Tu sais, on a vraiment eu de la chance avec ce gain à la loterie. $4 cents,000. Tu y crois? Le bruit de verre brisé m'a fait courir vers le patio. Marcy se tenait là, un verre de vin brisé à ses pieds, et me fixait d'un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Gagné à la loterie, dit-elle, la voix tremblante. Tu as gagné à la loterie. Le visage de David est devenu pâle lorsqu'il a réalisé ce qu'il avait fait. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais Marcy m'a coupé la parole. Espèce de salope menteuse, a-t-elle crié. Tout ce temps. Tu as eu de l'argent. Une maison magnifique, alors que nous nous battons tous pour payer le loyer. Marcy, s'il te plaît, ai-je commencé, mais elle ne pouvait plus raisonner. Tu aurais dû la partager avec nous, a-t-elle crié. Nous sommes tes sœurs. Vous vivez dans le luxe alors que je suis encore en train de rembourser mes prêts étudiants. C'était mon billet, ai-je dit en essayant de garder une voix stable. Mon argent. Ton argent, dit-elle en riant amèrement. Tu sais ce que tu devrais faire? Vendre cet appartement en ville et partager l'argent entre moi et Lana. C'est le moins que tu puisses faire après nous avoir menti si longtemps. Je ne vends rien, ai-je dit fermement. Je suis désolée que tu sois contrariée. Mais cet argent m'appartenait et je pouvais le dépenser comme je l'entendais. La rage s'est emparée du visage de Marcy. Nous verrons cela. Je vous poursuivrai en justice et vous devrez nous rendre ce que nous méritons. Tu crois que tu peux garder tout ça pour toi? Nous verrons ce qu'un juge aura à dire à ce sujet. Elle saisit son sac à main et se dirigea en trombe vers la porte, son mari la suivant, l'air mal à l'aise. Arrivée sur le seuil de la porte, elle s'est retournée vers moi. Tu vas le regretter, a-t-elle craché. Tu vas regretter d'avoir été aussi égoïste. Je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer après que Marcy soit partie en claquant la porte ce soir-là. J'avais tort. Le lendemain matin,
Mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures. C'était maman. Comment as-tu pu nous faire ça, a-t-elle demandé, la voix tremblante de colère. Marcy m'a tout raconté. Ta propre famille? Tiffany. Nous avons lutté toutes ces années pendant que tu t'asseyais sur une fortune. Maman, je t'en prie, écoute, ai-je tenté d'expliquer, mais elle m'a coupé dans mon élan. Non, toi, écoute. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai sacrifié? Tu nous es redevable. Les appels n'ont pas cessé. Si je ne répondais pas, ils laissaient des messages vocaux. Lorsque j'ai bloqué leur numéro, ils ont commencé à m'envoyer des courriels. Les messages textuels inondaient mon téléphone jour et nuit. J'ai essayé de rester calme, en me rappelant que le stress n'était pas bon pour le bébé. Mais il était impossible d'ignorer le flot constant de culpabilité et de menaces. Partagez l'argent, ou nous vous verrons au tribunal, a menacé Marcy dans un autre message. Je pensais qu'il bluffait à propos du procès. Puis les papiers sont arrivés. Madame Tiffany Wells est informée par la présente d'une action civile intentée contre elle. David Reid a laissé son visage s'assombrir à chaque mot. Il s'agissait d'un recours collectif. Ma mère me réclamait 300 000 $, ce qu'elle prétendait avoir coûté pour m'élever pendant 18 ans. Son avocat avait tout détaillé, la nourriture, les vêtements, les fournitures scolaires, les soins médicaux, et même le coût de la chambre dans laquelle j'avais dormi. Ils avaient tout calculé jusqu'au dernier dollar. Nous demandons une compensation pour l'éducation et l'entretien des défendeurs de la naissance à l'âge de 18 ans, indiquait froidement le document. Mes deux sœurs s'étaient jointes à l'action en justice, étayant les affirmations de maman par leurs propres déclarations. Elles ont témoigné de l'ampleur des sacrifices consentis par maman, de la façon dont elle s'était privée pour subvenir à nos besoins. Ces mêmes sacrifices, dont elles avaient oublié que j'avais contribué à les alléger en envoyant de l'argent à la maison pendant toutes ces années. Le stress a commencé à se faire sentir. Je n'arrivais plus à dormir. Je n'arrivais pas à manger. Un matin, je me suis réveillée avec de fortes crampes. La douleur ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti auparavant. Quelque chose ne va pas, ai-je dit à David. Le bébé. Les heures qui ont suivi ont été une succession de salles d'urgence et de médecins inquiets. Le diagnostic était clair, le stress avait mis ma grossesse en danger. J'ai été admise immédiatement. Si vous ne réduisez pas considérablement votre niveau de stress, vous risquez de perdre le bébé, m'a dit gravement le médecin. J'ai passé les 2 semaines suivantes à l'hôpital, alité. Les murs blancs de ma chambre d'hôpital sont devenus mon sanctuaire, loin du chaos créé par ma famille. Un jour, David m'a apporté mon téléphone et je l'ai obligé à le reprendre. Le simple fait de voir les notifications faisait monter ma tension artérielle. Et la bataille juridique a duré des mois. David et moi avons vu nos économies s'envoler, 5 000 $ dépensés en frais d'avocat, et l'affaire se poursuivait. J'étais épuisée par les dépositions, écoutant ma mère détailler toutes les dépenses qu'elle avait engagées pour moi. Mes sœurs ont témoigné de ces sacrifices, me dépeignant comme une fille ingrate qui était devenue riche et avait abandonné sa famille. Elles ont commodément oublié tout l'argent que j'avais envoyé à la maison au fil des ans, toutes les factures que j'avais aidé à payer. Enfin, après ce qui a semblé être des audiences interminables, le juge a rendu sa décision. Le tribunal se prononce en faveur de l'accusé, a-t-il annoncé. Les parents n'ont pas le droit d'exiger une compensation pour l'accomplissement de leurs devoirs parentaux. De plus, les gains de loterie sont la propriété exclusive du détenteur du billet. L'affaire est classée, mais gagner la bataille judiciaire n'a pas mis fin à la guerre. Mes sœurs se sont emparées des médias sociaux, déterminées à détruire ma réputation si elles ne parvenaient pas à obtenir mon argent. Méfiez-vous des membres de votre famille qui prétendent se soucier de vous, mais qui ne se soucient que d'eux-mêmes, a posté Marcy, en prenant soin de mentionner des amis communs. Lana a été encore plus directe, certaines personnes oublient d'où elles viennent une fois qu'elles ont de l'argent. Ils ont tourné le dos à la famille qui les a élevés. Le karma viendra pour les égoïstes,
Leurs messages ont été partagés dans les cercles de notre famille élargie. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années se sont mis à commenter, à prendre parti. D'anciens amis du lycée m'ont contacté pour me demander ce qui se passait. L'histoire s'est répandue dans notre petite communauté comme une traînée de poudre. J'étais assise dans notre salon, en train de parcourir un énième message haineux, lorsque David est entré. Il a regardé mon visage et m'a pris le téléphone des mains. Il m'a dit fermement, « Ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Nous devons déménager, loin d'ici. Dans un autre état. Un endroit où ils ne peuvent pas nous atteindre. » Il s'est assis à côté de moi. J'ai déjà vérifié auprès de mon entreprise. Je peux être transféré dans n'importe quelle branche. Et tu travailles à distance de toute façon. Mais la maison, l'appartement, protestai-je faiblement. Nous les vendrons, tous les deux. Nous prendrons un nouveau départ ailleurs. Il a pris mes mains dans les siennes. Pensée Y, plus de drame, plus de stress. Juste nous et le bébé. Il avait raison. Dès que mon médecin m'a autorisé à voyager, nous avons mis les 2 propriétés sur le marché. La maison s'est vendue rapidement, il s'avère que beaucoup de gens rêvent de vivre à la campagne. L'appartement a pris un peu plus de temps, mais nous avons fini par trouver un acheteur. Nous avons mis nos vies dans des cartons, en triant soigneusement ce qu'il fallait garder et ce qu'il fallait laisser derrière nous. Chaque objet que nous avons emballé nous a semblé être un pas de plus vers la liberté. Nous n'avons parlé à personne de notre destination. Ni à mes sœurs, ni à ma mère, ni même à nos amis au début. Nous avons engagé des déménageurs qui ne connaîtraient notre adresse finale que le jour de la livraison. C'était extrême, mais après tout ce qui s'était passé, nous ne pouvions pas risquer que ma famille nous suive. Nous étions installés dans notre nouvelle maison depuis environ un mois lorsque ma tante nous a appelés. Voir son nom sur l'écran de mon téléphone n'a pas déclenché l'anxiété à laquelle je m'étais habituée. Et Sarah a toujours été différente du reste de la famille. Sarah avait toujours été différente du reste de la famille. Comment tu t'installes? Nous avons discuté pendant quelques minutes de la nouvelle maison et du bébé avant que son ton ne devienne sérieux. Je dois te dire quelque chose, dit-elle. Marcy est passée hier. Elle a posé des questions sur toi, elle voulait savoir où tu avais déménagé. Mon cœur a battu la chamade. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je lui ai dit que je ne savais pas, ce qui est vrai, tu ne m'as même pas donné ton adresse exacte. Elle fait une pause. Mais elle m'a demandé de la prévenir si je trouvais quelque chose. Elle avait l'air déterminée. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que j'avais retenu. Merci, tante Sarah, de ne rien lui dire. Oh, chérie, je ne le ferai pas. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Ce qu'ils t'ont fait, soupire-t-elle, ce n'est pas juste. Après avoir raccroché. Je suis entrée dans ce qui serait la chambre du bébé. David et moi avions travaillé dessus tous les week-ends, peignant les murs d'un jaune tendre, assemblant les meubles, posant la moquette en peluche dont j'étais tombée amoureuse. Le fauteuil à bascule près de la fenêtre était désormais mon endroit préféré. Assise là, à regarder la chambre d'enfant à moitié terminée, je pensais à Marcy et à ses prêts étudiants. Pendant si longtemps, j'ai porté cette culpabilité, le sentiment que j'aurais dû l'aider, que j'aurais dû partager ma bonne fortune. Mais maintenant, cette culpabilité avait disparu. Tu as fait tes propres choix, Marcy, ai-je murmuré à la salle vide. C'est toi qui as commencé tout ça. C'est toi qui as monté maman contre moi. Tu as préféré l'argent à notre relation. David m'a trouvé là plus tard, en train d'esquisser des idées pour les étagères que nous voulions installer. Regardez ce que j'ai trouvé, me dit-il en me montrant un éléphant en peluche. C'est parfait pour le thème du safari dont nous avons parlé. J'ai souri et lui ai fait de la place pour qu'il se perche sur l'accoudoir du fauteuil à bascule. Nous étions si heureux ici, dans notre nouvelle vie. Plus d'appels téléphoniques furieux, plus de messages menaçants, plus de stress. Il n'y avait que nous,
en train de préparer notre bébé, de faire de notre maison un foyer. J'ai regardé la pièce, la douce lueur du soleil du soir à travers les rideaux que nous avions choisis ensemble, les petits vêtements déjà suspendus dans l'armoire, le berceau à moitié assemblé qui attendait son occupant. C'est ce qui compte maintenant, ai-je dit doucement. Cette pièce, cette maison, notre famille, celle que nous construisons. Pas celle que j'ai laissée derrière moi. Le bébé a donné un coup de pied, comme s'il était d'accord, et j'ai ri. D'une certaine manière, mon monde s'était rétréci, plus de réunions de la famille élargie. Plus de relations compliquées à gérer. Mais il s'était aussi infiniment agrandi, rempli de la possibilité de ce qui m'attendait.